des dizaines, voire des centaines de soldats dans une caserne du Donbass, donc sur le territoire ukrainien, sont tués dans un seul raid de l'armée ukrainienne, en un seul bombardement. Donc, c'est du jamais vu, je vous le disais, depuis le début de cette guerre. Alors, on va essayer d'en tirer les enseignements. On imagine, la Russie a dû reconnaître ce qui s'était passé. Elle parle de 63 morts. Les sources ukrainiennes, on parle plutôt de 300 ou 400 morts. On imagine l'impact que peut avoir une telle information. Le 31 au soir, peut-être ces soldats étaient-ils en train de regarder cette émission dans leur caserne, en train de trinquer entre eux. Donc on imagine effectivement l'onde de choc que ça peut représenter en Russie, surtout au moment où la Russie s'apprête peut-être à tenter de remobiliser des troupes, parce qu'il s'agissait de conscrits de fraîche date. Donc on va essayer d'évaluer l'impact que peut avoir cette information. C'est évidemment l'information du jour. On va en prendre la mesure et la commenter avec ce soir autour de la table le général Dominique Trinquant. Bonsoir Dominique. Bonsoir David. Très bonne année à vous. Bonne année. Je rappelle que vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Autour de cette table également Isabelle Lasserre. Bonsoir Isabelle. Bonsoir David. Tous mes voeux à vous. Merci, moi aussi. Vous avez été correspondante à Moscou pour le Figaro et vous êtes spécialiste des questions de défense et de géostratégie dans ce quotidien. Bonsoir Vincent Hugeux qui est avec nous. Je sais que vous avez été sur le pont pendant toutes les fêtes. Félicitations à vous, très bonne année. Merci. Je rappelle que vous êtes grand reporter et essayiste. Et puis on a le plaisir aussi d'accueillir Claude Blanche-Maison. Bonsoir Claude, vous Bonsoir. aussi, vous n'avez guère eu de repos pendant ces derniers jours. Merci à vous pour cela. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou. Et je vous adresse également tous mes voeux de santé, de bonheur pour 2023. D'abord les faits, que sait-on exactement de ce qui s'est passé tout près de la ville de Donetsk, là où se trouvait cette caserne de fraîche date, était installée dans une école. On va tout vous raconter, on va tout mettre à plat, puis on va essayer donc d'imaginer l'impact que ça peut avoir, d'évaluer l'impact que ça peut avoir en Russie. D'abord les faits, donc voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Très bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. On va l'entendre ce soir, mais c'est normal. C'est une équipe et nous vous adressons tous nos voeux les plus chers. Que s'est-il passé là-bas ? Bien, nous sommes tout près de Donetsk, dans la partie de cette région annexée par les Russes à Makivka. C'est une petite ville industrielle. Premier détail hors du commun, la première frappe retentit 3 minutes avant minuit, 23h57. La deuxième, 1 minute avant minuit, 23h59. La troisième, à minuit pile. La cible, vous allez le voir, c'est ce bâtiment dans les quartiers militaires des forces russes. Avant la guerre, effectivement, c'était une école. Depuis l'occupation, il sert de caserne aux Russes. Plus de 600 soldats y sont logés. Le voici donc avant la frappe avec une capture d'images satellites et vous allez le voir, après, complètement détruit, il ne reste qu'un tas de gravats. Pour vous donner une idée de la violence des frappes, regardez cette vidéo. On est tout proche du bâtiment militaire. Des habitants de Makivka regardent les vœux de Vladimir Poutine. Ils entendent des détonations. Ensuite, vous allez voir qu'ils sortent sur le balcon. Au moment de l'impact, on voit effectivement qu'il y a un effet de blast. Il faut noter que plusieurs blogueurs militaires font état de stocks de munitions dans le sous-sol de cette caserne. Tout aurait explosé dans l'attaque, ce qui a complètement soufflé le bâtiment. Et vous allez le voir après, juste après ces détonations, au petit matin, dans les ruines fumantes, les secours fouillent pour essayer de trouver des survivants. Il s'agit bien du coup le plus lourd depuis le début de la guerre, porté par l'armée ukrainienne, en tout cas via un bombardement. Oui, on a le souvenir de rien de comparable. L'Ukraine, d'ailleurs, vient tout juste de reconnaître être derrière ces frappes. Le commandement de Kiev évoque 400 morts et 300 blessés. Des sources au sein du commandement russe elle-même parlent de centaines de personnes tuées auprès de l'agence de presse Reuters. Impossible donc pour la Russie de passer cela sous silence, mais de son côté, elle évoque 63 morts. Le seul précédent qui vient effectivement à l'esprit, c'est cette attaque ukrainienne au-dessus de la rivière Donetsk. C'était en mai dernier, lorsque plusieurs unités russes qui tentaient de passer le fleuve avaient été retardées et prises sous le feu de l'artillerie et de l'aviation ukrainienne. Mais là, il s'agissait bien d'une opération militaire et donc, avec cette nouvelle attaque, on est dans un tout autre registre avec ce bombardement. Et il y a deux points sur lesquels vous souhaitez attirer notre attention.
Oui, le premier point, c'est qu'il s'agissait de conscrits. La plupart de ceux qui étaient là étaient arrivés il y a quelques semaines et ils ont visiblement été repérés par l'utilisation trop importante de leur téléphone portable. C'est une source au sein des autorités d'occupation qui l'a confié à l'agence de presse russe TASS. Le bornage téléphonique a permis à l'armée ukrainienne de géolocaliser ses militaires et d'opérer des frappes. Cette concentration de centaines de soldats dans un même bâtiment, téléphone portable en main, fait bondir ce haut responsable des autorités d'occupation, Danil Bezonov. J'espère que les responsables de cette décision seront punis. Il y a suffisamment d'installations abandonnées, de bâtiments solides et de sous-sols dans le Donbass où le personnel peut être réparti. Il est rejoint par le vice-président de la Douma de Moscou, Andrei Medvedev. Placer du personnel n'importe où, dans des bâtiments, au lieu de les placer dans des abris, c'est une aide directe à l'ennemi. Oui, ce sont des voix russes ou pro-russes donc, qui s'élèvent pour déplorer cet état de fait. Et la blessure russe n'en est que plus vive, évidemment, que plus douloureuse, parce que quand on ne connaît pas la chose militaire, on ne peut que s'étonner du fait que si on est bornable, repérable en raison de son portable, ben on ne dise pas à ses soldats, même le 31 au soir à minuit, n'allumez pas votre portable pour envoyer vos vœux de bonne année. Ça ne se fait pas si vous voulez ne pas attirer l'attention. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Quel est le deuxième point, Justine, sur lequel vous souhaitiez attirer notre attention ? Bien, c'est que cette attaque, elle a été rendue possible par une arme livrée par l'Occident, les fameux lance-roquettes multiples HIMARS, matériel américain d'une grande précision. Ils peuvent frapper jusqu'à 80 km avec une précision d'1 mètre. Et je précise que cette vidéo que vous voyez, elle a été postée le soir de l'attaque par le ministère ukrainien de la Défense, qui affirme d'ailleurs qu'il s'agit bien des HIMARS qui ont détruit les quartiers militaires russes. Merci Justine. Voilà, pour ce fait majeur. C'est un fait de guerre, mais c'est évidemment un fait majeur. Encore une fois, on va s'interroger sur ses répercussions. D'abord, je m'adresse aux militaires ici. Dominique, est-ce qu'il est vraisemblable, effectivement, que ce soit via les téléphones portables que ces soldats russes aient été repérés ? Oui, tout à fait. C'est une des premières mesures qui devrait être apprise à ces jeunes soldats qui arrivent. La jeunesse aujourd'hui a toujours son portable, s'en sert en permanence, mais à partir du moment où on est en opération, terminé, le portable est coupé, mis de côté et on ne doit plus s'en servir. C'est la première mesure qui, si ce sont des jeunes conscrits, n'a pas été appliquée et qui a permis effectivement, à partir du bornage et avec des missiles extrêmement précis, c'est au mètre, de taper 3 fois sur une cible qui, en plus, semble-t-il, avait des munitions et donc a fait exploser le bâtiment. Donc ça aussi, le fait, par exemple, d'entreposer des munitions dans le sous-sol d'un bâtiment où résident ou bien où se regroupent les soldats, ça aussi, ça peut sembler tout à fait étrange. Et j'embraye même sur une troisième, c'est la dispersion. C'est-à-dire que quand on voit, la ville n'est pas très loin du front finalement. Et une des mesures qui est à prendre, c'est justement la dispersion. Et donc la dispersion avec les munitions à un autre endroit, les soldats pas tous s'entasser au même endroit. On voit bien que le bâtiment sur la photo satellitaire, en plus, est très isolé. Je veux dire qu'il n'est pas à côté des maisons. Donc il n'y a pas cette crainte des dégâts collatéraux qu'il peut y avoir lorsque vous tapez au milieu d'une ville. Là, c'est un bâtiment qui est isolé, identifiable, sur lequel on a probablement repéré par différents moyens qu'il y avait des gens là, et en plus, la précision métrique qui nécessite les coordonnées qui sont données directement par l'ennemi, puisque c'est par le bornage que c'est donné. Donc c'est une accumulation d'erreurs qui sont, on le voit bien, les Russes eux-mêmes réagissent en disant c'est pas possible. Vous nous envoyez des soldats, vous les regroupez près du front, et ils offrent une cible, et eux-mêmes se désignent comme une cible. Donc c'est quelque chose... Il y a 3 erreurs successives qui montrent vraiment la mauvaise préparation des soldats qui ont été envoyés là-bas. Combien faut-il de temps entre le moment où on détecte la présence importante de dizaines, de centaines de soldats dans un endroit et le moment où on peut actionner, en l'occurrence, la batterie de HIMARS ? À partir du moment où on a les coordonnées précises, c'est une question de minutes. Quelques minutes. Ça se passe très très vite. Vous intégrez ces données dans la base de l'HIMARS et vous lancez, et les missiles frappent très très rapidement. C'est là où, si vous voulez, on voyait l'HIMARS d'ailleurs qui est si c'est le bon, je ne sais pas, qui était sur camion. C'est un peu comme le César, vous savez, c'est
rentrer en batterie rapidement, sortir de batterie très rapidement. Donc, il est caché quelque part, il sort, on lui a donné les coordonnées, il tire. Les 3 munitions qui partent, on l'a vu en 2 minutes, hein, les 3 munitions partent en 2 minutes, et il ressort de batterie immédiatement. Donc, c'est quelque chose qui est imparable. Et je répète, tout ceci, ce sont des mesures de précaution que doivent prendre les unités qui sont en opération, de ne pas utiliser de téléphone portable, d'être dispersés pour ne pas offrir une grande cible, et en plus de ne pas mélanger les hommes et les munitions, parce qu'à ce moment-là, on provoque l'explosion qu'on a vue. Vincent, c'est un coup de maître des Ukrainiens ou c'est la révélation de ces erreurs qui peuvent paraître incroyables de l'armée russe? Écoutez, au bowling, on appelle ça un strike. Au rugby, on appelle ça un grand chelem. C'est-à-dire, tout y est. En fond, le général Trinquant et Justine ont dit l'essentiel, factuellement. On reste pantois quand on voit à quel point on peut commettre des âneries d'une telle amplitude, avec ce coût prohibitif, humain, matériel, symbolique aussi. N'oublions pas que ce site, Makivka, se trouve à une vingtaine de kilomètres du front et d'un des foyers les plus brûlants du front actuel, une ville qui s'appelle Avdiivka, et donc qu'il ne manquait plus qu'à distribuer les coordonnées GPS sur réseaux sociaux. Et l'affaire était complète. Et c'est vrai que ça vient d'une certaine manière percuter autre chose. Vous évoquiez tout à l'heure ce hiatus considérable entre Neupape, Cotillon, Chanson, compagnie, et cette tragédie-là. C'en est une pour les conscrits. Parce que c'est au même moment, c'est ça qui est incroyable. Massacrés. Oui. Et si vous voulez, ça vient percuter autre chose. Ça vient percuter l'effort assez intense et laborieux qui avait été accompli notamment depuis la nomination du général Sergueï Sourovikine à la tête de l'opération et qui était supposé incarner une rationalisation de la conduite des opérations. En gros, il avait été nommé là, avec toute la brutalité qu'on lui connaît d'ailleurs, pour mettre fin au grand bazar de ces improvisations permanentes, de ces défaillances criantes, béantes, etc. Donc, et c'est vrai que sur le terrain, on a pu observer sur certains fronts qu'il y avait une conduite, encore une fois, plus rationnelle. Et là, vous avez l'impression que tout s'effondre, parce que, encore une fois, on coche toutes les cases de la stupidité la plus épaisse. Isabelle, est-ce que les Russes peuvent ignorer ce qui s'est passé à partir du moment où le Kremlin lui-même, par la voix de Peskov, indique qu'il y a 63 morts? Donc c'est bien une tragédie pour les Russes et effectivement une tragédie unique en son genre depuis le début de cette invasion, dans son ampleur en tout cas. Oui, mais alors ça révèle aussi, pour ajouter un mot, le problème d'encadrement qu'a l'armée russe et le manque criant de sous-officiers. C'est-à-dire que il y a des généraux qui ne peuvent pas être partout et des conscrits démunis de toute expérience. Et donc c'est pour ça qu'ils téléphonent le soir de Nouvel An alors qu'ils sont à portée de tir des Ukrainiens et que ça, personne, nul ne peut l'ignorer. Et ça dénote aussi une autre chose, c'est en fait la manière dont depuis le début les Russes sont dans le déni et l'aveuglement vis-à-vis de la réalité ukrainienne. C'est-à-dire qu'au début, ils ont cru pouvoir s'emparer de Kiev en 3 jours. Ils n'avaient pas compris que l'Ukraine s'était éloignée de Moscou et avait vraiment fait un chemin formidable vers l'Occident et vers l'Europe. Ils ont cru vraiment que l'Ukraine allait plier parce que l'Ukraine est de toute façon russe. Et bien il y a ce même aveuglement, ce même déni en disant... Ils sont mauvais, quoi. C'est pas des, c'est personne, les Ukrainiens. C'est pas vrai qu'ils livrent une bataille existentielle pour leur terre, puisque cette terre ne leur appartient pas. Et donc, ils sous-estiment complètement la capacité de réaction des Ukrainiens. Et c'est là qu'on tombe de l'autre côté, c'est-à-dire que les Ukrainiens, depuis le début de la guerre, ont fait preuve d'une maturité et absolument remarquable. Et tous les Occidentaux, les Américains en premier, ont été stupéfaits de la rapidité avec laquelle ils ont appris à se servir des armes occidentales et à laquelle ils ça résume tout ça d'une certaine manière. En fait, à l'intégrer dans leur propre système lui-même bidouillé. Donc, il y a encore les deux côtés, c'est-à-dire les Ukrainiens qui progressent, qui ont de la rigueur, un très bon encadrement, de la volonté,
de la précision, de la tactique, et de l'autre côté, cette armée russe qui est complètement... qui ne sait pas où, qui ne sait pas pourquoi elle se bat, qui n'est pas encadrée, qui n'est pas... Parce que là, on est dans le b.a.-ba, si on comprend bien ce que disait le général b.a.-ba, Trinquant. c'est absolument incroyable. Alors le fait que que la Russie, que l'état-major russe ait été obligé de le reconnaître en dit beaucoup, parce que depuis le début, tout a été passé sous silence, y compris les... Vous savez, aussi depuis le début de la guerre, il y a eu énormément de tirs fratricides côté russe, mais ça n'arrive pas du côté ukrainien. Les Ukrainiens sont il doit y en avoir aussi. Oui, mais pas dans les proportions de l'armée russe, qui est absolument incroyable. Il peut y avoir des dizaines de généraux, d'officiers et de soldats qui sont morts en quelques minutes parce qu'en fait, ils se tirent dessus. Maintenant, parlez-moi de l'impact que ça peut avoir en Russie. Parce qu'effectivement, la Russie reconnaît, elle dit 63 morts. C'est sans doute bien davantage. Je ne sais pas si un jour on connaîtra le nombre exact. Écoutez, moi j'ai vu les commentaires aussi de certains tweetos en Russie, etc. Et la contre-offensive est déjà en train d'être lancée, c'est-à-dire qu'ils commencent à dire 63 personnes, 63 soldats, c'est absolument rien au regard des 25 millions de Russes potentiellement mobilisables. Donc on ne va pas s'arrêter pour 65 personnes ou 63 personnes. On est quand même dans un pays où la vie humaine n'a pas beaucoup d'importance et où les gens sont traités comme de la chair à canon, et ça c'est depuis toujours. Donc ça ne va pas ralentir les efforts de mobilisation et les projets de reconquête de Vladimir Poutine, d'autant plus qu'il n'a pas dit la vérité, que pour l'instant c'est 63 morts et non pas 400. Alors, avec cette petite nuance, dans les rangs des généraux et des officiers, par contre, l'impact n'est pas possible à mesurer aujourd'hui, surtout avec cette boîte noire qui est redevenue le Kremlin et l'entourage de Vladimir Poutine. Mais ça, il est probable que ça ajoute de nouvelles interrogations quant à la manière dont cette guerre est menée et à ses objectifs. Avec cette petite nuance, Claude, peut-être que les Russes en auront peut-être conscience. Ces 63 morts auraient pu être évités si des consignes un peu élémentaires, semble-t-il, avaient été appliquées. Je crois que ça démontre bien l'absurdité de cette guerre, et je pense que là, les familles ne supporteront pas ce qui s'est passé. Naturellement, Poutine avait dit pas de trêve, donc pas de quartier. Et donc, en effet, les Ukrainiens ont eu ces coordonnées d'une cible facile à atteindre, et ils ont tiré un Aimar. Et naturellement, ils ont bien fait, puisqu'il s'agit de territoire qui appartient à l'Ukraine au bout du compte. Et donc, ils ont marqué le coup. Bien sûr, les responsabilités du commandant de ce bataillon, qui comportait environ 600 hommes, si je comprends bien, et sa responsabilité est totalement engagée pour toutes les raisons qui ont été énumérées tout à l'heure. Mais je mets un instant à sa place, mon général. Lui voulait que ces hommes fassent une fête pour la fête de fin d'année. Et un commandant de corps, évidemment, il aurait dû prendre en effet toutes les précautions normales, élémentaires, même pas réglementaires, élémentaires. C'est-à-dire faire ça dans un abri. On ne fait pas la fête quand on est sur le front. Faire ça dans un abri, bien sûr. Probablement pas tout le monde au même endroit, pas tout le monde à la même heure, et puis en effet confisquer les téléphones portables, puisque de toute façon c'est le coup classique, les téléphones portables permettent d'être repérés absolument partout. Alors je crois que lui va bien sûr être sanctionné, c'est ce que demandaient les Russes qu'on a entendu tout à l'heure, mais dans le fond, lui est un rouage d'un système. Qui est-ce qui a décrété qu'il n'y aurait pas de trêve ce soir-là? C'est Vladimir Poutine. Et peut-être le retrouvera-t-on suicidé demain matin. Oui. Juste un suicide étrange. Oui, Dominique et puis Vincent. Juste deux remarques pour compléter ce qui vient d'être dit. Navré, mais quand on est sur le front, on ne fait pas la fête. Donc, si on reçoit un coup de vodka en plus, ça se passe pas en regroupant les gens. Deuxième point, pour renforcer un peu ce que disait Isabelle, le type de précaution que je décrivais, les portables, la dispersion, etc. C'est l'encadrement subalterne qui s'occupe de ça. Les sous-officiers, les jeunes officiers. Or, dans l'armée russe, on le sait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sous-officiers, il y a très peu d'officiers subalternes. Donc, s'il y a un commandant de bataillon, je souhaite pour lui qu'il soit avec ses soldats sous le bâtiment. C'est la seule chose que je peux souhaiter pour lui. Ah oui, carrément. Sinon, attendez, vous vous rendez compte de la responsabilité ? Son bataillon détruit par 3
frappe sur le même endroit à cause de ses erreurs à lui. Parce que le chef est toujours responsable. C'est pas parce qu'il n'a pas eu d'officier pour donner l'ordre qu'il ne devait pas les donner et qu'il n'a pas pris les mesures. Donc c'est lui qui est responsable. J'allais dire, pour son âme, je préférerais pour lui qu'il soit mort avec ses soldats. Oui, Vincent. Sur l'impact en Russie, je pense qu'il faudra regarder d'assez près ce qui va se passer ou pas dans deux oblasts, qui sont ceux de Saratov et de Ulyanovsk. Ulyanovsk étant par ailleurs la ville natale de Lénine, à environ 700 km à l'est ou sud-est de Moscou, d'où venaient la plupart, sinon la totalité, des conscrits et peut-être quelques mobiques, comme on dit, mobilisés. Parce que là, il peut y avoir évidemment des manifestations de dissentiment, voire de colère. Ensuite, les familles notamment. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, il va de soi, vous vous souvenez de la fameuse formule de Paul Kiles, le leader socialiste en 80, il ne faut pas dire des têtes vont tomber, mais il faut dire lesquelles. Des têtes vont tomber, de toute façon, justement pour essayer d'éteindre ou d'étouffer cette colère légitime. Et puis, troisième point, Isabelle faisait remarquer que cette fois-ci, les Russes ont reconnu, quitte à minimiser l'ampleur du bilan. Mais il y a une autre nouveauté, c'est que les Ukrainiens ont revendiqué. Alors que jusqu'alors, ils avaient plutôt pour habitude, sachant que dans la guerre psychologique, l'opacité instille le soupçon, donc le doute, donc le trouble, ils avaient plutôt pour habitude de ne rien dire, ni confirmer, ni infirmer, laisser flotter le doute. Surtout quand c'était des bombardements sur le sol russe. Sur le sol. Mais là, on est sur le sol ukrainien. Oui, c'est pour ça que c'est différent. Simplement, le fait que ce soit via des HIMARS, via une arme occidentale, une arme américaine, une arme de précision dont les Russes ne possèdent aucun canon comparable. Est-ce que ça joue particulièrement dans l'humiliation peut-être ressentie par les Russes à ce moment-là? De toute façon, depuis que les États-Unis et l'Europe ont commencé à livrer des armes de précision à l'Ukraine type HIMARS ou type canon César pour la France, on a vu un basculement dans le discours du Kremlin qui considère que désormais c'est une guerre menée par l'OTAN contre la Russie. Donc ce cap, il a en fait déjà été franchi. Ce qui est intéressant, c'est que les HIMARS, quand les Américains ont commencé à armer les Ukrainiens avec des équipements de précision et très puissants, il s'est passé deux choses. Visiblement, les HIMARS avaient été un petit peu bridés, vous savez, comme une mobilette, pour pas avoir la capacité d'atteindre trop profondément la Russie. Et d'autre part, des consignes avaient été données par la Maison-Blanche, des consignes ordres à Volodymyr Zelensky en disant vous ne frappez pas le sol russe avec ces armes. Les Ukrainiens les ont toujours respectées. Cette ambiguïté dont parlait Vincent, quand les Ukrainiens ont frappé le sol russe avec leurs drones, justement pas avec les armes américaines, explique justement en fait ça. Les États-Unis sont mal à l'aise avec les frappes de l'Ukraine sur la Russie. Mais ça va continuer parce que des armes de précision continuent à arriver en Ukraine. Et je pense que on peut tout à fait s'attendre à voir se reproduire ce type d'attaque. La dernière chose que je voulais ajouter sur les conséquences en Russie, il faut faire attention pour les familles parce que justement, le Kremlin fait très très attention à ça, à pas reproduire l'expérience de la fin de l'Afghanistan et de la Tchétchénie quand les mères de soldats s'étaient soulevées. Et notamment, une grosse enveloppe financière a été constituée depuis le début de la guerre pour en fait assécher complètement les rébellions des femmes ou des femmes de soldats. Oui. Et pour l'instant, ça marche. Et quand on dit 63 morts, peut-être que les femmes de Saratov ne sauront pas que leur mari ou que leur fils est mort dans ces décombres, parce que 63 morts, c'est pas 400, et que souvent, les corps sont laissés sur place. Donc, le corps qui ne donne pas, mais le corps qui n'est pas ramené, rien des circonstances de la mort des soldats. Le corps qui n'est pas ramené en Russie, eh ben, c'est pas un mort pour l'instant. Il faudra sans doute attendre la fin de la guerre. Et tant qu'il y a un doute et une incertitude, ça tue aussi à la racine toute volonté, toute l'énergie de rébellion. Mais imaginons la réaction de familles ou même de futurs conscrits eux-mêmes, ceux qui seraient concernés, on en parlera tout à l'heure, par une éventuelle nouvelle vague de mobilisation. Ils ont vu que ceux qui venaient d'arriver souvent n'avaient pas de gilet pare-balles digne de ce nom. Ils ont vu qu'ils avaient en guise de fusil des vieilles pétoires qui avaient 50 ans. Et ils ont vu qu'ils étaient souvent envoyés comme de la chair à canon. Ils ne veulent pas y aller. À Boutcha. Et maintenant, ils voient qu'ils sont
quasiment concentré dans un piège à ciel ouvert pour l'armement ukrainien. Ça peut dissuader toutes les bonnes volontés du monde. Vous vouliez dire un mot sur le fait que ce soit une arme américaine. Voilà, sur l'arme de précision, le décalage, le discours de Poutine qui n'arrête pas de parler des armes de haute précision qui tapent à côté de leur cible. Je parle des armes russes, c'est très fréquent. Elles tapent à côté et il n'arrête pas de dire que c'est des armes de haute précision. Là, on ne parle pas d'armes de haute précision, on vous donne les données en 3 minutes, ou 2 minutes, j'ai plus le calcul en tête, des 3 missiles qui tapent exactement au mètre près sur leur cible. Qui donne les données ? Qui donne les données d'ailleurs Alors, les données que j'ai vues, ça a été effectivement... C'est par satellite ? Alors non, les données, c'est-à-dire que les trois missiles ont tapé en 3 minutes. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé. Et donc, il n'y a pas besoin de faire un discours. Vous voyez, il y a une cible qui a été tirée, il y a eu 3 missiles qui sont tombés en 2 minutes au même endroit. Donc, on ne va pas vous faire un long discours en vous parlant des armes de haute précision. Vous avez les preuves. Alors que le président Poutine, lui, n'arrête pas de ressasser le fait que c'est des armes de haute précision dont régulièrement on voit qu'elles tombent à côté de leur cible. Mais pour un dernier mot, les données satellitaires, les données des téléphones portables, ça passe par des satellites, c'est ça ? Et donc il y a un satellite d'observation qui soit ukrainien, américain ou britannique ou français ? Ou ce qu'on appelle de la guerre électronique, c'est-à-dire on arrive... là, apparemment, ce qui est montré sur la carte, c'est effectivement l'utilisation normale du bornage. Donc, il suffit d'être sur le réseau ukrainien de téléphonie pour avoir le bornage et avoir la précision. Même pas besoin de satellite. Ah non, c'est le système civil, ça, c'est pas du tout. Ouais. Maintenant, il peut y avoir effectivement, en plus des systèmes satellitaires, où il peut y avoir des systèmes de repérage radioélectrique qui vous permettent de repérer les concentrations. Mais d'après ce que je vois là, c'est simplement le système civil qui a été utilisé, ce qui me permet de dire d'ailleurs que les Ukrainiens sont extrêmement forts pour utiliser les moyens du haut, c'est-à-dire les moyens civils qui sont utilisés. J'avais déjà cité le cas des iPhones qui permettent de suivre un drone qui progresse et automatiquement la défense antiaérienne ukrainienne reçoit les données et peut tirer sur le drone. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui, pour nous, est une leçon. C'est-à-dire que ce sont des systèmes ouverts et l'intérêt, c'est la réactivité, la rapidité de la réaction. Tant pis si c'est ouvert, tant pis si les données sont partagées, on va aller plus vite que les autres. Et là, ça le montre bien. Un dernier mot là-dessus, Vincent. Très rapidement, je voudrais citer un nom, justement, dans le registre de l'impact, Denis Pouchiline. Eh bien, il se trouve que cette ville de Makivka est son fief. Qui est Denis Pouchiline ? C'est celui qui a été placé à la tête de la République populaire de Donetsk en 2014 par Moscou. Il est ukrainien d'origine et il passe à Kiev pour le traître de comédie, si vous voulez. Or, ça se passe chez lui. C'est sa ville natale, c'est son fief. Et donc, il y a déjà une relation extrêmement tendue entre l'armée fédérale, les armées des républiques dites populaires de Lugansk et de Donetsk et les milices Wagner, sans parler des Tchétchènes de Kadyrov, et ça risque d'intoxiquer encore davantage les relations déjà tendues, notamment parce que les blogueurs militaires les plus ultranationalistes, les super faucons, vont évidemment se déchaîner à partir de ce soir. Bien.